Bonjour et allô à toutes et à tous, ici Berlin. Angela Merkel qui sort du silence, un ancien déporté qui rend sa médaille du mérite, des manifestations spontanées un peu partout. Les dernières 48 heures en Allemagne ont pris une dimension historique. Jamais depuis 1945, des parlementaires n'avaient accepté le soutien de l'extrême droite pour faire passer un texte. Mercredi, Friedrich Merz a franchi cette ligne rouge. Oui, Friedrich Merz, qui s'est moqué si souvent des changements de pied d'Olaf Scholz, Merz qui avait promis de ne jamais travailler avec l'AfD, même pour des alliances de projets. Que s'est-il passé en une semaine ? Et surtout, que va-t-il se passer maintenant ? Elon Musk, qui est intervenu en direct pendant un meeting de l'AfD, jubile. Pour lui, c'est l'élection la plus cruciale de l'année qui est en train de se jouer. Et Merz, avec son coup de poker, a pris un pari potentiellement très dangereux. Bienvenue dans un épisode spécial monté en quelques heures. Alors pardon si j'oublie des éléments ou des réactions, il se passe énormément de choses depuis quelques jours. On va essayer de faire le tri, d'y voir un peu plus clair, en espérant que les analyses tiennent la route au moins quelques jours. La situation est tellement changeante qu'il y a de quoi perdre le fil. Alors par où commencer ? Peut-être en rappelant ce que nous disions ici même dans le podcast il y a une semaine seulement, que l'AfD, parti anti-OTAN, anti-euro, c'était profondément incompatible avec le parcours personnel de Friedrich Merz. D'ailleurs, depuis le mois de novembre, il avait dit publiquement à au moins 10 reprises, y compris dans l'enceinte très solennelle du Parlement, qu'il ne tolérerait personnellement, en tant que chef de parti, aucun rapprochement avec l'AfD, même pas des alliances de fortune pour des majorités de projets. Et mercredi, il a donc renié sa parole. Hat sein Wort gebrochen. Das bedeutet einen enormen Vertrauensbruch für Friedrich Merz, auch einen großen Glaubwürdigkeitsverlust und eine gewaltige Hypothek. Perte de crédibilité, perte de légitimité, dit ce commentateur sur la télé publique. Il hypothèque son pouvoir futur. Et pour cet autre éditorialiste, il risque même carrément la chancellerie. Friedrich Merz riskiert am Ende seine Kanzlerschaft. On a peine à y croire, c'est comme si Merz, le grand favori de ce scrutin, bien installé dans les sondages, était rattrapé par un autre Merz, un homme qui n'a jamais exercé le pouvoir, qui n'a pas l'expérience des crises politiques, un homme qui aurait montré dans la dernière ligne droite qu'il pouvait perdre son sang-froid. Dans la foulée de l'attaque au couteau de Aschaffenburg, pour se montrer actif sur la question de la sécurité intérieure et de l'immigration, Friedrich Merz a en effet accepté le tabou ultime, prendre les voix des parlementaires AfD pour faire passer en urgence une résolution préambule au vote d'une loi très restrictive sur l'immigration et l'asile. Cela s'est joué à 4 voix près, après un débat très agité au Bundestag. Écoutez Friedrich Merz, puis Olaf Scholz. Que doit-il maintenant se passer en Allemagne ? Combien de gens doivent encore être assassinés ? Combien d'enfants doivent encore être victimes avant que vous ne compreniez que la sécurité nationale et l'ordre public sont menacés ? Avoir le soutien de ceux qui combattent notre démocratie, qui méprisent notre Europe unie, qui empoisonnent toujours plus le climat dans notre pays, c'est une grave erreur. C'est une erreur impardonnable. À l'annonce des résultats, il y a eu une explosion de joie dans les rangs de l'AfD. Les députés vraiment jubilaient. C'est le seul groupe parlementaire qui a applaudi. Merz, lui, a écouté les résultats la tête baissée. Alors dans 3 semaines, on saura s'il est le futur chancelier. D'ores et déjà, on sait qu'il restera dans les annales comme le premier démocrate allemand à avoir coupé le cordon sanitaire avec l'extrême droite, quelques heures seulement après une cérémonie à la mémoire des victimes de la Shoah et le discours d'un rescapé des camps devant les parlementaires allemands. Pour en parler avec moi aujourd'hui, Paul Maurice, le secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI, à Paris, et puis aussi Stéphane Seindorf, directeur adjoint du DFI. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Hélène. Stéphane, première question à toi, puisque tu es en Allemagne. Tu te souviens qu'on disait il y a encore quelques semaines que l'attentat de Magdebourg, l'attentat contre le marché de Noël, allait influencer durablement la campagne électorale. En fait, c'est ce qui s'est passé le 22 janvier dans un parc à Aschaffenburg qui a tout changé. Juste pour rappel, un Afghan de 28 ans qui aurait dû être expulsé a attaqué au couteau un groupe de très jeunes enfants avec une très grande violence, frappant ses petites victimes à plusieurs reprises. Un petit garçon de 2 ans est mort et un passant qui s'interposait aussi a été tué. Face à l'émotion très forte dans le pays, Merz a décidé de jouer le tout pour le tout, de renverser sa campagne alors qu'il était confortablement installé dans le costume du favori. Pourquoi maintenant, Stéphane, et pourquoi après Aschaffenburg et pas après Magdebourg, par exemple?
À cause de deux éléments. On se prend aux plus vulnérables, à des petits-enfants qui sortent avec leur crèche. Et encore une fois, on a vu la difficulté pour mettre à l'écart ces acteurs potentiellement dangereux qui peuvent passer à l'acte et qui sont visiblement difficilement contrôlables. Et on a aussi du mal à les expulser. Et donc ces deux éléments-là, ils font qu'à Aschaffenburg, ça devient le symbole de cette campagne. On avait quand même une énorme stabilité depuis des semaines dans les sondages. Ce vote au Bundestag, vraiment, a de quoi devenir le tournant de la campagne ? C'est certainement la semaine où cette élection, elle se joue, mais on ne sait pas encore dans quel sens. Alors que factuellement, c'est des résolutions qui n'ont pas de valeur juridique. Ça ne va pas changer la législation. Même la proposition de loi, elle n'a aucune chance de passer sans le consentement des régions, des Länder dans le Bundesrat, ce qui ne va pas se faire. Donc, factuellement, rien va évoluer. Et on peut se poser la question, pourquoi Merz il a pris ce risque ? La question que tout le monde se pose, effectivement. Paul Maurice, toi qui observes et commentes la politique allemande depuis des années, à quoi est-ce qu'on a assisté là exactement ? J'ai dit tout à l'heure, on se frotte les yeux quand même. Merz, il rêve de la chancellerie depuis les années 90. Et là, c'était enfin à sa portée. Et il choisit de faire tapis, de jouer son va-tout, comme au poker. Il l'a d'ailleurs présenté en ces termes lui-même. Merz, finalement, emporté dans la dernière ligne droite par ses émotions. Merz qui perd ses nerfs. Je ne sais pas s'il a été dépassé par les émotions ou dépassé par la campagne. À Aschaffenburg, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme on dit en français, de choses accumulées. On a eu Solingen, on a eu Magdebourg, et là, cet attentat... Je pense que Merz a aussi voulu reprendre la main sur une campagne qui lui échappait. C'est-à-dire qu'on avait un Merz qui n'imprégnait pas dans cette campagne. Il était haut, il est parti très haut. On a vu certains sondages à 33-34%. Oui, j'ai même vu la CDU-CSU à 37% dans le politbaromètre de ZDF si on remonte à l'automne, donc juste avant l'annonce de la fin de la coalition. On a vu l'érosion arriver. Il n'a pas réussi à imposer le débat de la question économique, qui est un débat central, sur lequel il a des propositions, un programme construit, qu'on soit d'accord ou pas, mais ça n'a pas été un sujet de débat. Et il a fait le pas qui est celui de la formule « peu importe ce qu'on en dit, l'important c'est qu'on en parle », et il a fait parler de lui. Il a peut-être aussi en tête à ce moment-là l'erreur de Armin Laschet, le candidat de la CDU pendant l'été 2021, favori lui aussi, et qui pensait sans doute que la campagne allait doucement le mener à la chancellerie sans qu'il ait à faire beaucoup d'efforts. Et puis pourtant, dans la dernière ligne droite, c'est Olaf Scholz qui avait raflé la mise. C'est un peu la fable du lièvre et de la tortue à la sauce allemande. Là, effectivement, on voyait dans les sondages, la CDU, CSU se tasser un peu. On voyait des courbes qui se rapprochaient. Alors, est-ce que l'AfD aurait fini par dépasser la CDU ? Je ne sais pas. Mais on voyait une CDU qui baissait à 28, selon les sondages les plus pessimistes, et une AfD à 22. Donc, on avait des courbes qui se rapprochaient. Mais en même temps, est-ce qu'il va récupérer des voix de l'AfD avec ce positionnement ? Je ne pense pas. Il va en récupérer peut-être un tout petit peu, et comme l'a dit Alice Weidel, reprenant les termes de Jean-Marie Le Pen, les gens préfèrent l'original à la copie. Et deuxièmement, s'il n'en gagne pas, il risque d'en perdre, puisqu'on voit que les 3/4 des électeurs de la CDU sont pour maintenir une ligne très claire, le Brandmauer, le mur pare-feu, face à l'AfD. Et donc il peut perdre des électeurs ici de centre, on va dire centre-droit, qui... peuvent voter aussi pour d'autres partis, les Verts ou les SPD, qui peuvent récupérer 1, 2 ou 3% des électeurs qui seraient déçus de ce positionnement de Friedrich Merz. Alors ici à Berlin, j'ai des échos de sources internes à la CDU qui indiquent effectivement qu'il y a quand même pas mal de remous au sein du parti, parce que si Merz a réussi à tenir ses troupes au moment du vote, il n'y a eu qu'une seule voix contre et seulement 9 abstentions, c'est quand même très intéressant de voir que ça a réveillé le centre du parti et notamment la vieille garde merkelienne et même Angela Merkel en personne. Merz a réussi à la faire sortir de son silence. Angela Merkel a fait un communiqué pour dénoncer cette stratégie de rapprochement avec l'AfD. Autre réaction très spectaculaire à ce pari de Merz, c'est celle de Albrecht Weinberg, parmi d'autres. Weinberg, c'est l'un des derniers survivants allemands des camps de concentration. Donc c'est forcément une voix très respectée, très écoutée. Et lui, maintenant, il veut carrément rendre sa croix fédérale du mérite pour protester contre le choix de la CDU de rendre acceptable, fréquentable
l'AfD, un parti qui lui-même ne cherche pas à se dédiaboliser. Donc il y a vraiment quelque chose d'extrêmement paradoxal dans le choix de Merz, non ? Nous avons beaucoup réfléchi à cette question avec les collègues aussi, et la rationalité, elle nous échappe un peu derrière tout ça. Il ne faut pas se méprendre. En regardant de la France, nous allons affaire à une extrême droite qui ressemble plus au Front National de Jean-Marie Le Pen de 1984 qu'au Rassemblement National d'aujourd'hui. Donc, avec des idées tordues sur des rémigrations qu'on voudrait faire en masse même des citoyens allemands. Tous ces éléments-là, ils ne sont pas très crédibles. C'est de la polémique pure. Évidemment, ils empoisonnent le débat, et Merz, il a aussi cherché à montrer ce que ça pourrait être une politique d'immigration très à droite, très dure, mais qui reste à peu près sur les bases démocratiques et plus ou moins en cohérence avec le cadre européen et de la Constitution. Moi, ce que je ne comprends absolument pas, c'est pourquoi Friedrich Merz n'a pas attendu d'être élu pour faire ça. C'était une affaire de quelques semaines. Et d'ailleurs, d'après ce que nous indiquent les études d'opinion, il aurait très vraisemblablement eu le soutien d'une majorité d'Allemandes et d'Allemands avec cette ligne très ferme, mais encore démocratique. Vous m'avez donné un mandat pour agir, voilà, maintenant je vais agir. Lui qui se targue de très bien connaître la France, il devrait quand même savoir qu'à court terme, quand on cherche comme ça à courir au dernier moment derrière l'extrême droite, eh bien, c'est une stratégie qui n'est jamais payante. Ou ça va ancrer définitivement les thèses et les demandes de l'extrême droite dans le débat politique. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas s'emparer des sujets émotionnels qui préoccupent les populations et dont se servent les populistes dans leur discours ? Mais ça vient trop tard. C'est-à-dire qu'on voit que les questions migratoires sont aujourd'hui traitées, mais c'est pareil en France, en Allemagne, après Solingen, par le gouvernement et le chancelier social-démocrate, et aujourd'hui dans la campagne par le candidat chrétien-démocrate, en réaction et non pas en anticipation. Et c'est ça qui va faire finalement monter l'AfD, qui va arguer du fait qu'elle avait raison depuis le début et que tout le monde la suit parce qu'elle avait posé les bases du débat dès le début. Pour l'extrême droite, en tout cas, ça ne fait aucun doute. Le cordon sanitaire en Allemagne est bel et bien tombé en cette dernière semaine de janvier. La CDU aussi a reçu les félicitations du Hongrois Viktor Orbán. Les résultats électoraux au soir du 23 février nous diront si Merz s'est bel et bien pris les pieds dans sa stratégie. Rappelons qu'il y a quand même 30% d'indécis encore à ce stade, et peut-être que finalement, c'est ça qu'attendent certains électeurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une nouvelle CDU qui va arriver au pouvoir avec Merz. Il est en train de solder l'héritage de Merkel sur 2 points, sur le fond et sur la forme. Sur le fond, sur la question migratoire, c'est-à-dire que ces propositions qui n'ont aucun effet législatif montrent son positionnement très clair, très dur sur la question migratoire, qui est vraiment la réaction face à ce que déclarait Merkel, Wir schaffen das, 2015, l'intégration des immigrés, etc. Donc c'est vraiment sur le fond se positionner comme l'anti-Merkel. Bon, au fond, c'est assez logique, hein, quand on connaît son parcours personnel, on connaît aussi la teneur de ses relations avec Merkel. Je pense que là, maintenant, avec le communiqué assassin qu'elle a livré cette semaine, on peut définitivement dire que ces deux-là se détestent. Deuxième chose, sur la forme, c'est sa gestion de la CDU. En février 2020, en Thuringe, le ministre-président sortant, Die Linke, Bodo Ramelow, souhaitait être réélu à son poste dans sa coalition sortante avec les sociodémocrates du SPD et les Verts. Il manquait à cette coalition une voix. Et en Thuringe, le 3e tour de scrutin pour l'élection du vice-président se fait à la majorité relative et non plus à la majorité absolue. Sauf qu'entre le 2e et le 3e tour, un accord tacite a été passé entre les libéraux, la CDU et l'AfD, qui était non pas de voter pour le candidat de l'AfD, ni voter pour le candidat de la CDU, mais de voter pour le petit parti libéral rentré de justesse au Parlement et son candidat Kemmerich. Et donc cette alliance des voix était une forme symbolique de fin du cordon sanitaire entre la droite et l'extrême droite de Thuringe. Et il a fallu à l'époque l'intervention d'Angela Merkel, chancelière mais plus présidente du parti, depuis l'Afrique du Sud, où elle était en déplacement, pour que la CDU finalement retire son vote et qu'un accord soit passé pour la réélection de Bodo Ramelow. Ok, tout ça, ça remonte quand même un peu, Paul, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, ça résume bien l'esprit des années Merkel. Non, mais dans 10 ans, il faudra écrire sur la Thuringe, en février 2020. À mon avis, c'est un pivot sur plein de choses, vraiment.
Tout à fait, je te rejoins. Je me souviens du choc de cette élection au Parlement de Thuringe, et du débat d'ailleurs qui a suivi. Une vraie bataille idéologique, et que Merz semble avoir abandonné par ce vote. Alors, les mots sont peut-être un petit peu forts, mais jusque-là, la bataille idéologique était très claire. L'AfD n'arrivait pas à faire élire un vice-président au Bundestag, et c'était quelque chose de clair. Est-ce que ce sera le cas après les élections fédérales ? Est-ce que l'AfD finalement réussira à avoir, parce qu'elle aura fait un score très très fort, est-ce qu'elle aura, une sorte de complaisance démocratique en disant oui, finalement il représente un quart, un cinquième des électeurs allemands et donc il faut qu'il soit représenté. Peut-être que ce sera la prochaine bataille que va mener l'AfD. Mais la bataille pour le moment elle n'est pas pour une participation au gouvernement ni pour une participation à la chancellerie qui est encore plus lointaine. Mais tout de même, dès le week-end dernier, quand on a su que Friedrich Merz voulait passer en force avec son paquet migratoire, avec le soutien de l'AfD, il y a eu des manifestations spontanées un peu partout dans le pays, 20 000 personnes à Cologne, 3 000 à Aschaffenburg, là où a eu lieu l'attaque au couteau. À Berlin, les organisateurs attendaient 10 000 manifestants, mais ils sont venus 10 fois plus nombreux, la police dit 35 000 participants, en tout cas une vaste foule pour former une mer de lumière avec des bougies et rappeler l'importance historique du cordon sanitaire contre l'extrême droite. Reportage au pied de la porte de Brandebourg, David Philippot. Adossé à un pilier de la porte de Brandebourg, Lovis applaudit les orateurs qui se succèdent sur la scène. L'enseignante de mathématiques s'inquiète pour l'avenir de son pays. Je vois la peur chez des adolescents de 13 ans qui se demandent, au cas où la politique continuerait de déraper vers l'extrême droite, si eux et leurs familles ne vont pas devoir quitter l'Allemagne, parce qu'ils ont peur pour leur existence ici. Et quand ce sont des enfants de 13 ans qui le disent, eh bien moi, ça me fait peur en tant qu'adulte. Soudain, la foule brandit des lumières, des bougies, à perte de vue. Franchement, d'être ici, de sentir cette énergie, c'est très émouvant. Regardez, on le voit ici, là, avec toutes ces lumières, donc non, c'est très fort. Amine et Lina, des touristes belges. Puis il y a plein d'enfants, plein de personnes âgées, de tous les genres, tous les âges. Même si on ne parle pas allemand, on a compris le message en général. Un message pro-démocratie porté par Christophe en fauteuil roulant. C'est le devoir du citoyen, c'est la moindre des choses. Et je suis moitié allemand, moitié français, et issu d'une famille avec des déportés à l'époque, du côté français. Et donc voilà, c'est dans mon sang d'être contre le fascisme. Et pour le cordon sanitaire, entre l'extrême droite et la droite, remise en cause par le candidat de la CDU, Friedrich Merz. C'est un lèche-bot, c'est un opportuniste. Et c'est lui le premier qui va rentrer en coalition avec les fascistes du AfD. Ce week-end encore, des dizaines de rassemblements sont annoncés dans tout le pays. Il y a un an, les projets de remigration de l'AfD, révélés par la presse, avaient fait descendre dans la rue des millions de personnes et fait reculer le parti de plus de 5 points dans les sondages. Paul, quand on entend ces manifestants, on se dit que Merz a vraiment pris un grand risque. On a parlé de son pari pour récupérer in extremis des voix à l'extrême droite, on verra si ça marche, ça c'est sur le court terme. À moyen terme, est-ce qu'il pense en tirer quelque chose ? Quel est son but ? C'est une prise de risque qui est en fait un moyen de pression pour le SPD et les Verts. On l'a vu, la première accusation portée par Friedrich Merz après le vote, c'est en direction de la gauche, de la coalition rouge-verte actuelle, leur reprochant de ne pas avoir négocié, discuté un texte qui aurait été plus convenable. Et d'ailleurs, il continue à leur mettre la pression. Donc c'est aussi pour préparer d'éventuelles négociations de coalition. Sauf qu'il dit que les sujets de migration et d'asile ne feront l'objet d'aucun compromis après le vote. Là aussi, on a quand même du mal à suivre la stratégie de la CDU, refuser la discussion. Ce n'est pas du tout habituel dans le débat démocratique allemand. Comment est-ce que les stratèges de la CDU justifient cette position ? Pour eux, ils expliquent une minorité politique, donc le SPD et les Verts, empêchent la majorité du peuple de exprimer une préférence politique, c'est-à-dire une politique d'immigration plus dure, plus à droite. Et à cause de cette minorité politique du SPD et des Verts, il y a la tentation de l'extrême droite et la montée de l'extrême droite. Oui, Merz dit « j'agis maintenant pour empêcher que l'extrême droite arrive un jour au pouvoir ». Si ce raisonnement il est maintenu, on peut se poser la question pourquoi alors maintenant donner à l'AfD cette chance au Parlement de fêter de la manière dont elle a fait pour elle succès politique. On aurait très bien pu à ce moment-là, on va
votez pour nous, on va vous proposer des propositions de la CDU qui sont différentes des autres partis sur l'immigration. Et s'il y a vraiment une majorité des Allemands qui veut suivre ces propositions-là, ils auraient pu voter pour la CDU. Donc c'est pas tout à fait convaincant. Ce qui n'est pas vraiment convaincant non plus, c'est cette cabale anti-SPD et anti-Vert. Si on regarde les sondages, on voit que Friedrich Merz va être obligé de leur tendre la main. Et s'il perd trop, peut-être même qu'il sera obligé de travailler avec ces deux partis ensemble, les Verts et le SPD, ensemble avec la CDU. Alors les conservateurs resteraient ce premier parti, première force politique, mais ils seraient quand même en minorité face à la gauche, au gouvernement. Bref, Merz a besoin des Verts, a besoin du SPD, et les braguer comme ça dans la dernière ligne droite, c'est quand même très dangereux. À trop pousser les différences au centre avec les sociodémocrates, avec les Verts, à jouer avec le feu d'une alliance avec l'extrême droite, on peut se retrouver dans un scénario comme en Autriche, qu'à la fin, quand il faut bien négocier une coalition, rouge et noir, les conservateurs et les sociodémocrates, ils ne se retrouvent plus, ils n'arrivent pas à passer les compromis nécessaires. Et ensuite, la question, elle est ouverte. Qu'est-ce qu'on peut faire ? En l'état, je ne crois pas que l'AfD serait capable de participer à un gouvernement. Ils n'en sont pas là, ils n'ont pas le personnel nécessaire, ils n'ont pas les structures nécessaires. Mais même au-delà, ce sera une catastrophe pour l'Allemagne et au-delà pour l'Europe. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre, comme on le disait au début, la logique de tout ça et la rationalité de tout ça. C'est peut-être un jeu de billard à 3, 4, 5, 6 bandes, mais en tout cas, on a du mal à l'analyser. Sur le scénario, l'autrichienne, je suis plus mesuré parce que la perméabilité avec le FPÖ, elle est plus ancienne. Elle date du début des années 2000. On se souvient de Jörg Haider qui participait au gouvernement. On se souvient du dernier gouvernement Kurz. Il faut même rappeler qu'à l'échelle régionale, les sociodémocrates autrichiens ont déjà gouverné avec l'extrême droite, ce qui paraît extrêmement paradoxal vu de France et encore plus vu d'Allemagne. Rappelons-nous aussi le mois de septembre, c'est-à-dire que la CDU de l'Est, beaucoup plus conservatrice que la CDU fédérale ou de l'Ouest, a refusé catégoriquement toute alliance avec l'AfD en Saxe, en Thuringe, bien sûr dans le Brandebourg, elle n'était pas en capacité de le faire, en préférant s'allier avec l'alliance de Sarah Wagenknecht, alors que la CDU refusait toute alliance avec Die Linke jusque-là, c'est-à-dire que ça reste quand même une ligne rouge, même à l'échelle des Länder, même à l'échelle de ministres-présidents qui seraient, j'évoquais la Thuringe, qui seraient peut-être tentés par localement une coopération, on l'a vu dans certaines communes en Thuringe. Si on regarde les choses d'une façon un peu ironique, quand on voit qu'il y a eu énormément de manifestations spontanées un peu partout en Allemagne ces 2 derniers jours, on peut se demander si le coup de Merz, même s'il est quand même très compliqué à comprendre pour l'instant, ce n'est pas ce qu'il fallait pour mobiliser une fois pour toutes la société civile allemande contre l'extrême droite. Évidemment, ce n'est pas ce qu'il recherchait, mais qui sait, peut-être qu'il finira par être le héros tragique de cette séquence. Est-ce que tu penses, Stéphane, que ça peut faire descendre massivement les gens dans la rue, comme il y a un an ? Très, très difficile à dire aujourd'hui. On reçoit des appels à signer des pétitions, à manifester. Oui, il y a des mouvements syndicalistes de gauche, de la société civile, mais j'ai du mal à croire que ça va prendre comme après ces idées sur la rémigration de l'AfD. Je pense que ça va se jouer dans les urnes avec ces propositions très droitières, mais aussi avec ce comportement qui n'est pas tout à fait convaincant de Merz et de la CDU. Paul, dernière question. Comment est-ce qu'on suit toute cette affaire en France, à Paris ? Beaucoup de réactions en France, des interrogations aussi sur ce que ça veut dire de l'Allemagne, parce que l'Allemagne a toujours, malgré tout, cette épée de Damoclès qui est son histoire face à l'extrême droite, et qui est perçue comme telle dans les pays européens, du moins. Ce n'est visiblement pas le cas pour certains responsables américains, mais en tout cas, il y a une responsabilité historique de l'Allemagne dans la lutte contre l'extrême droite depuis 45-49. Et donc je pense qu'il y a une forme de déception venue de France vis-à-vis de Friedrich Merz, qu'on voit en plus comme un francophile ou quelqu'un avec qui on pourra travailler sur des sujets à l'échelle européenne ou sur les questions économiques. Néanmoins, il faut toujours être prudent parce que effectivement, Friedrich Merz a une position qui est très limite, mais la parole qu'il a donnée reste la même, et il est vraisemblable qu'il ne fera jamais alliance, que son parti sous sa direction ne fera jamais alliance avec l'AfD. Bon, on va rester sur cette note, en espérant que l'actualité ne vienne pas à nouveau bouleverser la donne. Merci Paul Maurice du CERFA, merci Stéphane Seidendorf du DFI.
À bientôt pour suivre la campagne. On attend en tout cas les prochains sondages avec grand intérêt. C'est la fin de cet épisode et je n'ose plus vous donner de rendez-vous fixe. Tout va si vite, la politique avec un K impose son calendrier. Abonnez-vous pour ne rien rater. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald!